Qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin. Qu'elle était jolie, avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. Bonjour. Nous connaissons tous la chèvre de M. Seguin, de même que l'intrépide curé de Cucugnan ou le père Gaucher qui fabriqua un étonnant élixir. Ces délicieux contes provençaux se trouvent dans les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, qui font partie de notre patrimoine. Mais beaucoup ignorent que ce recueil de nouvelles indissociables de notre Provence lumineuse fit une victime, car elle occulta aux yeux de la postérité celui qui travailla en étroite collaboration avec Daudet sur les lettres, son ami Paul Arène, de 3 ans son cadet. En effet, Paul Arène ne vit jamais son nom associé à l'œuvre, perdant tous les bénéfices de son succès, et il est, hélas, pratiquement inconnu du grand public. Les premières lettres de mon moulin paraissent dans un journal parisien en 1866. Elles avaient pourtant été signées non pas par Alphonse Daudet, mais par un double pseudonyme emprunté à Balzac, Marie Gaston. Gaston étant Paul Arène, qui venait de connaître son premier succès au théâtre de l'Odéon à Paris, avec une pièce de théâtre, Pierrot héritier, saluée par le grand critique dramatique Théophile Gautier. Paul Arène naquit le 26 juin 1843 dans le département actuel des Alpes de Haute-Provence, à Sisteron, dans un quartier populaire où son père était horloger et sa mère modiste. La famille Arène possédait quelques terres qu'elle exploitait, et on retrouvera chez Paul une ardente passion du terroir, ainsi que de celle du travail bien fait. Quelques mois après la naissance de Paul, ses parents achetèrent une propriété appelée la Cigalière, car les cigales y abondaient. Il y vécut heureux, entouré de son petit frère Jules et de sa sœur Isabelle. Après des études buissonnières au collège des frères de Sisteron, car il préférait les champs et les bois au banc de l'école, il obtient malgré tout son baccalauréat et prépare à Marseille une licence de philosophie. Puis il se lance dans l'enseignement. Il est nommé en 1863 à Vanves, si près de Paris que naît alors son ambition d'entreprendre une carrière littéraire. Après le succès de sa pièce jouée à l'Odéon, Pierrot héritier, il décide de quitter son poste d'enseignant pour se consacrer à l'écriture. Ainsi se condamne-t-il à écrire sans relâche pour vivre et à ne refuser aucun des travaux littéraires que lui commandent les journaux. Il devient et restera toute sa vie un forçat de l'écriture, se partageant entre Paris et le Midi, et notamment sa ville natale qu'il appréciait pour le Mistral qui rend les chemins durs comme le marbre, le ciel lisse comme un miroir. Sa collaboration avec Alphonse Daudet commence en 1865. Alphonse Daudet avait quitté à 17 ans sa Provence natale pour Paris, où il fut, en 1860, secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, ce qui lui permit de vivre correctement tout en écrivant et en fréquentant les milieux littéraires parisiens. En 1865, il décida lui aussi de redescendre dans le Midi, et il rechercha un petit coin parfumé et chaud à 1000 lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et, avec son moulin, même s'il n'y habita pas, il trouva son petit paradis terrestre,
flamboyant sous cette lumière très particulière, une lumière différente qu'on ne trouve qu'en Provence, incroyablement intense et qui de tout temps émerveilla les peintres. Une grande amitié voit alors le jour entre Alphonse Daudet et Paul Arène, et les deux poètes commencent à collaborer à la rédaction des chroniques provençales, qui deviendront les célébrissimes Lettres de Montmoulin. On peut évaluer à 11 environ sur 23 les lettres qu'ils écrivirent ensemble, assis à la même table, joyeusement et fraternellement, en essayant chacun sa phrase avant de la coucher sur le papier. Si l'un hésitait sur un terme à utiliser ou à laisser, sur l'expression à retenir ou pas, l'autre lui soufflait en provençal les mots du terroir. Ces chroniques provençales seront publiées d'abord sous forme de feuilleton dans le journal L'Événement, et c'est tout naturellement que Daudet associe Paul Arène en tant que co-auteur de plusieurs nouvelles, comme le rappellera Octave Mirbeau en 1884. Celle que Daudet écrira en collaboration étroite avec Arène et celle écrite par Arène seul ont un charme et une légèreté d'écriture tout à fait remarquables. Il est difficile de savoir avec exactitude à quelle époque prit fin cette aide réciproque. Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce qu'a pu dire plus tard Léon Daudet, le fils d'Alphonse, Paul Arène ne s'est jamais attribué la paternité des lettres. Il a même toujours minimisé son apport, comme le démontre ce courrier adressé à Alphonse Daudet quelques années après les premières publications des lettres. Dans tes lettres, qui me regardent un peu, ta part reste la plus grande, car si j'ai pu apporter, au diable si je m'en souviens, quelques détails de couleur ou de style, toi seul, toujours, trouva le jet et les grandes lignes. Sans entrer dans la polémique qui reste vive sur la paternité réelle de certaines lettres, Paul Arène est même décrit par certains comme le nègre de Daudet, il est à peu près admis aujourd'hui que la chèvre de M. Seguin, la mule du pape et surtout le fameux curé de Cucugnan sont de Paul Arène, de même que cette nouvelle, très simple et émouvante, Les Vieux, dont je voudrais vous lire un très court extrait. Le narrateur, Alphonse Daudet lui-même, est chargé par Maurice, un de ses amis qui vit à Paris, d'aller rendre visite à ses grands-parents qui habitent près du village d'Aiguières, non loin de la source d'eau, la Gilouse. Le vieux couple le reçoit avec beaucoup de chaleur et l'invite à déjeuner, mais tout seul, car, précise Mamette, la petite vieille, nous avons mangé ce matin. À la fin du repas, au cours duquel on parle beaucoup de Maurice, qui, assure la vieille, est un bon petit-fils. Comment va-t-il? Pourquoi ne vient-il pas? Est-ce qu'il est content? Le vieux s'éclipse discrètement. Tout à coup, j'aperçois le vieux à l'autre bout de la chambre. Il est monté sur une chaise devant l'armoire et il essaie d'attraper un bocal de cerises à l'alcool pour moi. Vous voyez le tableau? Le vieux qui tremble, les petites filles qui tiennent la chaise, Mamette derrière qui a peur. C'est charmant. Enfin, le vieux réussit à attraper le bocal. Il me serre et me dit: « Vous avez de la chance, c'est ma femme qui a préparé ces cerises. Vous allez goûter quelque chose de bon. » Hélas, Mamette a oublié de sucrer les cerises. Elles sont horribles, mais je mange tout, sans sourciller. Le repas terminé, je me levai pour prendre congé de mes hôtes.
Ah, ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour causer du brave enfant, mais le jour baissait, le moulin était loin, il fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. « Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. » Pendant qu'elle l'aidait à passer les manches de son habit, un habit tabac d'Espagne à boutons de nacre, j'entendais la chère créature qui lui disait doucement: « Tu ne rentreras pas trop tard, n'est-ce pas ?» Et lui, d'un petit air malin: « Hé hé, je ne sais pas, peut-être. » Là-dessus, ils se regardaient en riant, et les petites riaient de les voir rire, et dans leur coin, les canaris riaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait tous un peu grisés. La nuit tombait quand nous sortîmes, le grand-père et moi. Une petite nous suivait de loin pour le ramener. Mais lui ne la voyait pas, et il était tout fier de marcher à mon bras comme un homme. Mamette, rayonnante, voyait cela du pas de sa porte, et elle avait en nous regardant de jolis hochements de tête qui semblaient dire: « Tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. » Deux rencontres le marqueront profondément dans sa vie après celle avec Alphonse Daudet. La rencontre avec Frédéric Mistral, qui sera toujours pour lui le confident des joies et des peines, et celle avec Théodore Aubanel, dont les vers passionnés de La Miugrano entre d'Uberto impressionnèrent le jeune poète qu'il était. Il n'oubliera jamais l'accueil chaleureux qui sera fait à Mistral quand celui-ci vint à Paris pour consacrer son poème Mireille. Ah, ce fut un beau jour de triomphe, et tous ceux qui avaient une goutte de sang provençal dans les veines en eut la fièvre au cœur, rapportera Paul Arène. En même temps qu'Aubanel, il découvre le groupe de Foncégugne, composé de 7 poètes provençaux: Frédéric Mistral, Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, Jean Brunet, Anselme Mathieu, Alphonse Tavant et Paul Gérard, qui avaient pris l'habitude de se réunir depuis 1850, le jour de la Sainte-Estelle, au château de Foncégugne, sur la montagne de Châteauneuf-de-Gadagne, dans la propriété de Paul Gérard, pour vider quelques bouteilles de Châteauneuf. Rire au grand soleil en buvant du bon vin vieux, célébrer la beauté des filles d'Arles et d'Avignon, se redire de beaux vers en une langue harmonieuse et sonore, tel était le programme de ces réunions amicales. C'est à Foncégugne, d'ailleurs, que furent applaudis les premiers chants de Mireille, qu'Aubanel vit sa grenade en fleurs, que Antoine Blaise Croussillat fit goûter le miel de sa ruche, que Mathieu commença sa farandole, et que Tavant fit entendre le tintement de son boyau. Son hoyo, plus exactement, le hoyo étant un outil du jardinier et du vigneron. Ces jeunes poètes ardents et enthousiastes avaient des projets ambitieux. Ils voulaient réveiller l'âme provençale, si riche de poésie, de gaieté et d'esprit, maintenir notre belle langue provençale, révéler la poésie du terroir, évocatrice de nos contrées, éblouissante de lumière et de couleurs, et faire comprendre au plus grand nombre le charme de nos traditions touchantes et de nos légendes toujours vivaces. Tous ces beaux projets ne pouvaient qu'enthousiasmer l'enfant de Sisteron. Le programme des Faits libres fut une révélation pour lui. Vers 1863, il écrit à Mistral une lettre où frémit sa jeune ardeur et sa naïve et sincère admiration pour le grand poète.
Je pars de même pour Paris. Je serai à Avignon samedi à 5 heures. J'irai chez Roumanie, chez Mathieu, chez Tavan et chez vous, si Mayenne n'est pas trop loin et si vous y êtes. De vos œuvres, je connais la plus grande partie. J'apprendrai le reste par cœur. En passant là-bas, et je le réciterai aux Parisiens. Ah, la plus belle chose que l'ode aux Catalans. J'ai voulu que mon père la connût par cœur. Quant à ma petite sœur, elle a 11 ans et elle lit couramment la langue provençale. Elle a popularisé dans le quartier les bons contes du Cascarelet. Je suis fier, moi aussi, de rapporter 6 francs à Roumanie, 6 francs pris d'une douzaine d'almanachs qui se sont enlevés comme du bon pain. Votre humble ami. Joseph Romani avait aussi conquis sa jeune admiration, et tout ce dont il rêvait, c'était de faire aimer Mistral et les faits libres à tous et à les aider dans leurs tâches. C'est ce qu'il s'efforcera de faire à Paris, d'où il échangera une correspondance assidue avec Mistral. Dans l'une de ses premières lettres, il lui écrit: Il est 1 heure du matin. Mon frère Jules dort depuis longtemps et j'ai passé la soirée à réciter des vers provençaux, à dire du bien de vous, d'Aubanel, de Roumanie, de Mathieu et des autres. Ah, si vous saviez combien vos vers et votre souvenir m'aident à supporter mes ennuis. Dans une autre lettre, il raconte à Mistral les petites réunions des exilés de Paris comme lui. Mon cher poète, ce matin j'ai reçu une caisse de Provence. Elle contient des truffes, des olives noires, des perdreaux, des grives et des culs blancs. Le tout franc comme l'ail, provençal comme Mireille. Nous mangeons tout cela chez Bataille demain soir. Ces lettres sont familières et touchantes. Arène se sent le protégé de Mistral, son humble ami, et il l'a choisi comme maître intellectuel. Il le tient au courant de ses activités littéraires et le maître lui donne d'affectueux et pressants encouragements. Paul Arène est au comble de la joie et très touché de sentir l'affection que lui porte Mistral. Quelques mois plus tard, il lui annonce triomphalement, sans lui dire que c'est grâce à son intervention, que la bibliothèque de Sisteron vient de voter l'achat des principales œuvres philibréennes, à commencer par celles de Mistral et d'Aubanel. Comme il avait voulu que son père apprit par cœur la belle Ode aux Catalans, et que sa petite sœur connût les joyeux contes du Cascarelet, il avait voulu que les Sisteronais puissent tous lire et aimer les beaux vers provençaux de Mireille et de Calendal. Grâce à Arène, le félibrige, selon le mot de Roumanie, fit tache d'huile. Dans la capitale, Paul Arène fréquente les cafés littéraires, rencontre François Coppée, Catulle Mendès, le comte de Lille, et se fait l'ambassadeur du fait libre. Il sera l'un des auteurs du Parnassiculé contemporain, parodie du Parnasse contemporain, qui lui valut de durables inimitiés. Paul Arène aima Paris. Mais s'il se plaisait dans la capitale, il avait besoin aussi de revoir régulièrement le soleil provençal et de retrouver les senteurs de lavande. Il reviendra également, toutes les fois qu'il le pourra à cette époque, dans sa ville natale, Sisteron, dont il aimait à rappeler que ce fut au Moyen-Âge une cité très importante et prospère, siège d'un évêché et dont le rayonnement fut considérable. Et c'est à Sisteron, un bel été de 1868, à la Cigalière, le dos appuyé au vivier, à l'ombre d'un laurier, qu'il rédige en 2 mois
son premier roman, Jean des Figues, qui reste son chef-d'œuvre et qui commence ainsi. Je vins au monde au pied d'un figuier, il y a 25 ans, un jour que les cigales chantaient et que les figues fleurs, distillant leurs gouttes de miel, s'ouvraient au soleil et faisaient la perle. Voilà certes une jolie façon de naître, mais je n'ai eu aucun mérite. Au cri que je poussais, ma mère ne se plaignit même pas, la sainte femme. Mon brave homme de père, qui moissonnait dans le haut du champ, accourut. Une source coulait près. On me lava dans l'eau vive. Ma mère, faute de l'ange, me roula tout nu dans son fichu rouge. Mon père, afin que j'eusse plus chaud, prit, pour m'emmailloter, une paire de chaussettes terreuses qui séchaient pendues aux arbres du figuier. Et comme le jour s'en allait et avec le soleil, on mit sur le dos de notre âne blanqué, par-dessus le bas, les 2 grands sacs de sparterie tressés. La mère s'assit dans l'un, mon père me posa dans l'autre, en même temps qu'un panier de figues nouvelles. Et c'est ainsi que je fis mon entrée à Chanteperdrix, par le portail Saint-Jaume, au milieu des félicitations et des rires, accompagné de tous nos voisins que le soir chassaient des champs comme nous, et perdus jusqu'au cou dans les larges feuilles fraîches dont on avait eu soin de recouvrir le panier. Le lit devait être doux, mais les figues furent un peu foulées. De ce jour, le surnom de Jean des Figues me resta. Ce roman, qui sera l'un de ses chefs-d'œuvre, est en grande partie autobiographique. En 1870, il est à Paris, alors qu'éclate la tragique guerre franco-prussienne. Il combattra avec le grade de capitaine à la tête de ces mobiles qui s'illustreront partout dans la France envahie. Mais il n'aimait pas la guerre, ni l'armée, comme le démontre son poème « Coup de fouet, pauvre soldat ». Pauvre soldat, tu as 20 ans, il te faut quitter ta maîtresse, et déjà pour une autre ivresse, la France appelle ses enfants. Tu vas sur les places publiques dérider le front des badauds. On rit de vous, pauvres lourdeaux, et vous riez de vos critiques. On parlait bien de ton bonheur avant d'entrer à la caserne, mais à présent le mot baderne blesse plus d'une fois ton cœur. Brutalement, on te commande. Ne réponds pas, c'est la prison. Accepte tous les oui et non. L'injure fut-elle bien grande? Ah, je sais que l'insulte fait mal à l'homme tout à son service. Ne rougis pas du sacrifice. Le joug de l'armée est brutal. Ne t'affecte pas. Sois aimable. Excuse ceux qui sont méchants. Plus tard, peut-être à leurs dépens, tu sauras vivre homme honorable. Dis-toi bien que le régiment pour la jeunesse est une école où l'honneur s'achète ou bien se vole. Tout est permis avec l'argent. Méprise n'importe quel grade. C'est si cruel de commander des hommes qu'on devrait aimer comme on aime un bon camarade. Pauvre soldat, c'est pour 3 ans que notre France te réclame. Ce n'est pas elle que je blâme, ce sont ces tristes gouvernants. Après la guerre, il s'installe définitivement dans la capitale, mais tout en continuant à descendre régulièrement dans le Midi, et il deviendra peu à peu une espèce d'agent de liaison entre le Nord et le Midi. C'est dans le Midi qu'il tomba éperdument amoureux de la ravissante Naïs Rougneux, qu'il souhaita épouser dès qu'il la vit la première fois à Beaucaire en 1870 chez Joseph Roumanille. Frédéric Mistral, pourtant excellent diplomate, plaida sa cause, mais en vain.
elle refusa catégoriquement sa demande, ce qui le désespéra. De dépit amoureux, il ne se mariera jamais et portera sa blessure tout le reste de sa vie. Peu à peu, il commencera à boire, immodérément, pour oublier sans doute cet amour impossible. Naïs restera néanmoins sa muse, comme il le confia un jour à Mistral. Pour elle, il écrivit un délicieux poème, La Cigale. L'air est si chaud que la cigale, la pauvre cigale frugale, qui se régale de chansons, ne fait plus entendre les sons de sa chansonnette inégale. Et, rêvant qu'elle agite encore ses petits tambourins de fée sur l'écorce des pins chauffés, où pleure une résine d'or, ivre de soleil, elle dort. Après cette blessure, il reçoit un nouveau coup avec le décès de sa mère en 1872. Sa plume sera sa thérapie. Il revient à ses premiers amours, le théâtre, et écrit Les Comédiens errants, L'Hôte et le Char en 1877, en partenariat officiel cette fois-ci avec Alphonse Daudet et le compositeur Émile Pessard. Mais il vit surtout des contes et nouvelles qu'il donne aux journaux, ou réunis parfois en recueil. Il apprécie incontestablement la vie parisienne, mais il est toutefois de plus en plus nostalgique, et l'écrit à Mistral. Je suis un exilé ici. J'ai la languisson de vous, de votre Rhône, de ma Durance, de mes oliviers, de ma vigne et de ma petite sœur. Alors, avec ses amis méridionaux exilés comme lui dans la capitale, il organise en 1879 le Félibre parisien, s'inspirant de celui de Foncé-Lugne, dont il deviendra le président, et il animera de nombreuses revues poétiques. C'est de plus en plus souvent sur un coin de table, généralement au café Voltaire, qu'il écrit des contes, des poèmes en provençal ou des nouvelles, notamment le Torse d'Entrailles, le Clos des âmes et la Gueuse parfumée. Tous les témoignages s'accordent à dire qu'au fil des années, il buvait de plus en plus et que la vie tout entière se passait au café. C'est à travers les vitres d'un café qu'il faut voir son siècle qui passe, disait-il en souriant. En cela, comment ne pas le rapprocher de nombreux artistes de son temps? Van Gogh, Verlaine, Rimbaud, dont la sœur s'appelait aussi Isabelle, et était tout aussi aimante et dévouée que celle de Paul. Si l'on en croit son ami, le musicien biterrois Léopold Dauphin, il devint même la terreur des femmes de ses amis, parce qu'il entraînait leurs maris dans tous les cafés échelonnés sur la route, et cela à toute heure du jour et de la nuit. L'été, il est le plus souvent à Sisteron, où, après le décès de leur mère, Isabelle aide son père et tient la maison, faisant sécher les prunes, préparant les olives vertes et s'occupant de la vigne et des vendanges. Avec l'âge, Paul Arène, autrefois de caractère joyeux, devient de plus en plus inquiet, grognon. L'absinthe s'ajoute au vin et détériore sa santé malgré les exhortations fréquentes de son illustre ami, le célèbre professeur aliéniste de la Salpêtrière, Jean-Martin Charcot, qui lui recommandait de prendre du bicarbonate de soude. Paul Arène l'écoutait. Il déplissait et vidait les petits sachets blanchâtres dans son verre, sur quoi son ami, d'un ton de pince sans rire, lui lançait:
Si vous n'alliez pas tant au café, vous n'auriez pas besoin de cette petite drogue. Paul Arène répliquait que le café avait du bon, car c'était une école de littérature et une source d'observation familière. Une autre fois, Charcot s'écria: « Arène, quand renoncerez-vous à mettre ces alcools frelatés dans votre malheureux foie? Vous finirez par faire une cirrhose. » Alors Arène commençait généralement à rire. Puis il devenait pâle. Parfois il se fâchait, pliait sa serviette, se levait. On s'interposait alors. Charcot riait, ou mieux pouffait de son rire cordial, et Paul Arène, tout confus, se rasseyait, en acquiesçant et repentant, comme un gosse que l'on réprimande, la barbe basse. Il promettait d'être plus raisonnable. Le professeur Charcot, qui adorait la poésie, notamment Eschyle, Dante et Shakespeare, appréciait beaucoup les vers et les contes de Paul Arène. Celui-ci l'emmènera en Provence et lui fera visiter notamment le village des Baux, Fontvieille et Saint-Rémy. Il le conduira enfin à Maillane, chez Frédéric Mistral. Mistral conservera de cette rencontre un souvenir enchanté, et quelques mois avant sa mort, il en parlera encore. Quand venait la belle saison, Charcot partait avec sa famille pour sa petite maison de Neuilly-Saint-Gemme. Et le dimanche, il y recevait ses amis, dont Paul Arène et Alphonse Daudet, à qui il dira un jour à propos de l'Arlésienne: « Je vous sais gré d'avoir mis un innocent dans la famille d'un homme qui se tue par amour. Ça, c'est bien !» Car il avait plongé plus avant que quiconque dans le mystère de l'hérédité. Dans la maison de Charcot, on abordait tous les sujets de conversation, et on discutait même parfois de politique. Républicain de principe, ami inconditionnel de Léon Gambetta, qu'il présentera à Daudet et à Arène, Charcot considérait que la grande révolution avait émancipé le peuple, et il n'accordait de l'intelligence qu'à un seul noble, le docteur de Sinetti, auteur d'une étude remarquable sur le foie des femelles en lactation. Paul Arène était lui aussi républicain, même si on l'a vu dans le poème Pauvre soldat, il n'aimait guère certaines institutions comme l'armée. Il était même un républicain convaincu, et il le démontre dans le poème La moisson des lys, daté de juillet 1871, et souvent cité comme le plus beau des poèmes d'Arène. Chant révolutionnaire d'une grandeur épique, que le poète et critique d'art Armand Sylvestre loua, et il préfaça d'ailleurs en 1899 les œuvres complètes de poésie française et provençale de Paul Arène. Voici donc ce poème, La moisson des lys. Prenons la faucille et la gourde. J'aperçois l'Orient qui luit. La chaleur tantôt sera lourde, profitant d'un reste de nuit. Tous en marche, et points de paresse. Appelez, cognez au volet. Je sais une moisson qui presse, plus que les seigles et les blés. Moissonneur, mets le bas sur l'âne. Vois si les flacons sont remplis. Prends ta faucille paysanne et va couper des fleurs de lys. Depuis 4 mois, ô délices, on ne voyait sur le ciel bleu que les lys purs dressant leurs calices, peuplés de bêtes à bon Dieu. Si tous ces lys montent en graines, murmurait le peuple insolent, la France à la saison prochaine ne sera plus qu'un champ tout blanc. Et plein d'une aimable surprise. Ah, soupirait le bon roi Henri, que de lys tremblants sous la brise, comme ma France a refleuri. Des lys,
J'en ai là pour les mitres, pour les coussins, pour les manteaux. J'en ferai graver sur mes vitres et j'en broderai mes châteaux. Délices sans qu'on les compte, venez prélats et courtisans, seront pour toi, duc, vin pour toi, comte, et qu'on rosse ces paysans. Après, en vrai roi gentilhomme, nous irons, rien n'est plus aisé, planter sur les remparts de Rome mon étendard fleur d'Elysée. Mais voici que le matin brille. Le peuple, ouvrier diligent, a sorti sa grande faucille et fait tomber les fleurs d'argent. Et puis, les ayant ramassées dans les fosses de grand chemin, il les entasse par brassées. L'eau les emportera demain. Maintenant, buvons de rasade. Les lys ne repousseront pas. Mais vous oubliez, camarades, que la moisson attend là-bas. En route, les blés sont superbes, la cigale crie aux échos, et nous mêlerons à nos gerbes quelques rouges coquelicots. Moissonneur, mets le bas sur l'âne, vois si les flacons sont remplis, car ta faucille paysanne n'a pas laissé de fleurs de lys. Ce poème nous permet d'avoir une approche un peu différente de l'image de l'aimable poète et conteur provençal, et nous découvrons un Paul Arène plus subversif et provocateur. Quelquefois d'ailleurs, Paul Arène se heurtait à Daudet quand il parlait de politique. Daudet avait des idées très avancées sur de nombreux sujets politiques, mais il n'était pas partisan du suffrage universel, dont il soulignait les dangers. N'avait-il pas conduit Louis-Napoléon au pouvoir? Charcot, témoin de leur chamaillerie, s'amusait beaucoup de les voir se quereller, puis très vite se réconcilier. Le mardi soir, la maison du grand aliéniste s'ouvrait aussi aux membres de l'Institut, aux professeurs de faculté et à leurs familles. C'était un défilé de savants, jeunes et vieux, mais il défendait que l'on parle de concours, ni de thèse, ni de science en général. Il demandait qu'on fît de la musique, qu'on s'amusât, et les plus jeunes commençaient à danser et à chanter. Un jour, il demanda à Arène: « Restez un peu avec les autres, nous bavarderons pendant que ces jeunes idiots continueront leur gambade. » Mais les jeunes idiots, tout en savourant un copieux chocolat de minuit, accompagné de tartines beurrées, écoutaient avec plaisir le professeur et le poète échanger des propos sur tous les sujets avec humour et sagesse. J'ai évoqué précédemment la cruelle déception amoureuse de Paul Arène avec Naïs Roumieux. Il semblerait qu'il tomba amoureux, dans les années 1880, de Jeanne Charcot, la fille de son ami, et que ce fut une nouvelle déception. Selon certains auteurs, c'est elle qu'il évoque dans ce poème Sonnet d'avril. Aux petites villas parisiennes, vers les cimes de Meudon et les plages d'Asnières, sous le souffle attendu des brises printanières, quelques volets se sont discrètement rouverts. Par les sentiers poudrés de bourgons verts et dont la feuille morte a comblé les ornières, nous irons, oubliant les tristesses dernières, nous aimer comme on fait après tous les hivers. Cette heure de bonheur nous sera pardonnée. Aimons-nous en un jour pour toute une année. Puis, quand viendra le soir, et si nous sommes las, à côté du péril, la paix semblant plus douce, nous pourrions tous les deux nous asseoir dans la mousse pour regarder Paris à travers les lilas. Si Paul Arène musarde toujours avec plaisir à Paris,
il se balade aussi très souvent au pays des reines, en terre provençale, pays où la grâce et la vertu des jeunes filles les fait sacrer reines pour 7 ans. Il aime également promener sa flânerie à travers Marseille, de la Joliette jusqu'au Vieux-Port, et il écrit dans l'une de ses dernières nouvelles: Le Vieux-Port est si plaisant à l'heure du réveil quand, m'ayant guetté par un premier rayon, les perroquets des oiseliers font leur tapage, quand, dans la poussière des blés qu'on vanne et des arachides qu'on débarque, Notre-Dame de la Garde luit à travers les vergues et les mâts, quand la bonne odeur des balancelles chargées d'oranges se mêle aux fumées de goudron, quand le branle-bas commence, et quand, devant l'hôtel de ville, les petites revendeuses de sardines, brunes et frisées sous leurs bonnets en coquille à la mode du quartier Saint-Jean, sont en train de laver leurs marchandises et de parer leurs inventaires, s'empressant et piaillant autour d'un grand tonneau dont une vieille débite, pour 1 sou le seau, la claire eau de mer puisée au large. Au fil des ans, Paul Arène devient de plus en plus ombrageux et pessimiste. En 1888, il perd son père. Sa sœur Isabelle s'installe alors dans une maison plus modeste où elle élève des poules et un hérisson, grand ami du poète. Isabelle veille sur son frère maternellement lors de ses séjours fréquents. En 1889, celui-ci apprend que Naïs Roumieux, devenue Madame Raquillet par son mariage, est morte à Barcelone, jeune encore. Il en est bouleversé, mais surmontant son chagrin et ses maux physiques, il continue néanmoins à écrire avec acharnement. Et dans un sursaut de talent, il rédige son admirable Dominé en 1894, une histoire forte, concise, au goût de sang, et une savoureuse peinture de Sisteron et de sa société vers 1870. Mais il n'en demeure pas moins de plus en plus désenchanté, alarmiste, morose. Désormais, la vie pour lui est une gueuse. La vie est une belle gueuse, une attrayante ensorceleuse, une amante au regard fatal. Combien résiste à l'étreinte quand sur sa lèvre où meurt la plainte, nous goûtons le baiser du mal. Inventant de belles chimères, elle grise le cœur des mères et des faibles adolescents. Sa voix est douce et caressante, et la masse reconnaissante pour elle fait brûler l'encens. Mais c'est une femme fardée, qui dans la nuit s'est attardée à courir les balles malfamées. Qui de nous ne voit cette image d'un regard où le lourd nuage se cache sous les yeux fermés? Combien ces plaisirs sont fugaces, lorsque prolongés par les glaces du palais, où l'on va chercher le nœud gordien de son intrigue, en désir menteur si prodigue que nul n'ose le détacher. Elle n'a pour moi d'autre charme que celui de voiler de larmes mes yeux désormais sans clarté, lorsque, d'une heure fugitive, le souvenir à l'âme vive m'en fait revivre la beauté. Finalement, constatant l'aggravation de sa santé, Charcot lui conseilla de passer l'hiver à Antibes pour la douceur et la tiédeur de son climat. Arène écouta ses conseils. En août 1896, il quitta Paris, passa quelques jours à Sisteron, puis, avec sa sœur, inquiète pour sa santé et qui ne voulait pas le quitter, il gagna Antibes, où il s'installa à l'hôtel d'Alsace, sur les remparts. Et c'est à Antibes qu'il écrivit La Chèvre d'or, magnifique roman au senteur des 1001 nuits, qu'il dédicacera à Charcot. En souvenir de nos voyages au joyeux pays de Provence,
permettez-moi, cher maître et cher ami, de vous dédier La Chèvre d'Or. Ce petit roman romanesque ne parle pas de névrose. Peut-être vous plaira-t-il à cause de cela. Paul Arène se sent bien à Antibes, ville romaine par excellence, avec ses aqueducs et ses monuments romains, Antibes qui fut longtemps la frontière du royaume de France. Ses jardins, ses vergers, ses oliviers, ses orangers, ses fleurs et ses innombrables plantes odoriférantes le séduisent, et aussi ses papillons, qui lui inspirent plusieurs poèmes, dont celui-ci, Les papillons bleus. Volez, volez toujours, frêles papillons bleus, frôlez l'herbe des champs de vos fragiles ailes, vous qui vous habillez de la robe des cieux et passez comme un rêve aux voûtes éternelles. Dans votre fol essor, vous semblez vivre heureux, fuyez d'un vol léger vers le désir des belles, on vous attend, l'amour au sourire joyeux dans leur cœur a semé des ivresses. Ah, vous me rappelez des souvenirs passés, des heures et des jours bien souvent regrettés, crépuscule assombri par de noires chimères. Mais vous-même, parfois, en butinant les fleurs, n'avez-vous pas senti les parfums adultères au sein de la nature abreuver vos douleurs? Pourtant, toujours cette nostalgie, voire cette tristesse et le regret du temps passé. À Antibes, il continue à travailler, écrit un grand nombre de romans et de contes ayant souvent pour thème la mer. Mais cette mer qui le fascine, lui, le basalpin, l'effraie aussi avec ces vagues redoutables que l'on retrouve dans ce poème La gueuse de la vague. La vague méchante, de son eau bouillante, heurte les rochers, et sa voix cruelle dans la nuit appelle les gars fiancés. La vague trompeuse, de sa voix mielleuse, hante le rêveur, et son eau profonde, comme un regard sonde au fond de son cœur. La vague limpide de sa bave aride lèche les vaisseaux, et son eau qui lave procure l'épave au fin des tombeaux. La vague qui creuse la terre vaseuse guette le pêcheur à son eau qui happe, trop souvent n'échappe le pauvre voleur. La vague qui cache, le rocher qui hache, efface l'écueil, et son eau qui brise dans la pierre grise façonne un cercueil. La vague qui chante se fait caressante quand elle entre au port, et son eau qui crie entend l'agonie des gueux à la mort. La vague qui pleure, le gars qui l'effleure, ne le rend jamais, et son eau sans guide creuse le grand vide affreux des regrets. La vague limpide de sa bave aride lèche les vaisseaux, et son eau qui lave procure l'épave au fin des tombeaux. Malgré le climat doux d'Antibes, de jour en jour, sa santé commence, ou plutôt continue, à se détériorer. Il s'efforce toutefois de cacher à sa sœur la gravité de la maladie qui le minait, si bien qu'elle finira par repartir pour Sisteron rassurée. Paul reste seul avec ses souvenirs et ses regrets. Ses amis se font rares, sa maladie est un frein pour eux. Il reçoit pourtant quelques visites. D'après une amie qui vint le voir de Paris, il parlait encore de la jeune fille de ses 20 ans,
la jeune fille que ses 20 ans avaient aimée. Comme la vie est cruelle, disait-il. La mienne a été un enfer. J'ai ri, j'ai chanté, mais mon cœur a toujours pleuré. Les fêtes, les honneurs ne m'ont jamais manqué, mais il m'a manqué la famille. Georges Brassens l'a fort bien chanté. Jamais de la vie on ne l'oubliera, la première fille qu'on a prise ou non dans ses bras. On peut penser qu'Arène regrettait aussi de n'avoir pas fondé une famille. L'automne, en cette année 1896, fut gris et frais à Antibes. Et un soir du 17 décembre, on retrouva notre forçat de l'écriture dans sa chambre, à sa table de travail, victime d'un arrêt cardiaque, le front écroulé sur son dernier conte, le songe des îles d'or, qui restera inachevé. Il n'avait que 53 ans. Le poète repose dans le haut du cimetière de sa ville natale, Sisteron, qui lui fit des funérailles grandioses. Le convoi croisa, dit-on, un troupeau où marchait un petit âne gris et doux, semblable à Blanquet, le petit âne de Jean des Figues. Paul Arène aima beaucoup la Provence, qu'il ne cessera d'encenser dans ses contes et ses romans. Une Provence dont il faut reconnaître qu'il donna une idée plus juste que les héros un tantinet caricaturaux de Tartarin ou de Numa ou Mestan de Daudet. Anatole France plaça très justement Paul Arène au niveau de Guy de Maupassant. Et il n'avait pas tort. Paul Arène fut une plume brillante et un très grand poète au style alerte et enjoué, un chantre de la Provence, aujourd'hui trop méconnu, ce que l'on ne peut que déplorer. Pourtant, à Sisteron, son esprit flotte toujours au-dessus de l'enceinte crénelée de la citadelle et de la ville moyenâgeuse, et au printemps, un amandier étend son manteau de fleurs au-dessus de la pierre de sa tombe, où l'on a gravé le distige qu'il avait dicté à Mistral. Je m'en vaux l'amor avido d'ague pantaglia mavido. Je m'en vais, l'âme ravie d'avoir rêvé ma vie. Je vous remercie.